Bon, ici, on est en maison de péage. Et donc, c'est des maisons qui ont été construites dans les débuts des années 30 pour rembourser la construction du pont Albert Loup. Ça coûtait cher. Du coup, les maisons installées du côté Quéror de l'Elorn étaient là pour percevoir un droit de passage sur les personnes qui traversaient. Un droit de passage 50 centimes à l'époque. Et tout était taxé, tous les moyens de transport, que ce soit les voiturettes, les charrettes, les voitures pour les enfants. Les animaux étaient taxés aussi. Les vaches, les cochons, les poules, les ânes, les chevaux, les mulets. Après, il y a des animaux qui avaient plus de chances que d'autres puisqu'ils n'étaient pas taxés, hein, comme les grenouilles, comme les chats et autres animaux de compagnie, nous dirons. Puis il y avait deux groupes de personnes qui avaient un peu plus de chance que les autres parce que d'une, il y avait d'abord les pêcheurs et les pêcheuses de crevettes de la région qui, du fait de leur travail, avaient un aménagement tarifaire sur la taxe de passage du pont, payé 2 fois moins cher, soit 25 centimes. Et de deux, il y avait aussi en fait, étant donné le fait que la taxe était perçue du côté Quéror du pont, les gens de Plougastel pouvaient venir s'y promener, profiter du point de vue sur la rade, sans avoir à payer. Du coup, les Plougastel étaient plus chanceux que les Quéror. Voilà. Voilà pour les maisons de péage. Le rocher de l'impératrice, il est là-bas. Vous voyez, derrière pratiquement en face de la pile. Donc il y a des fouilles archéologiques en ce moment. Ouais, c'est ça, on le voit mieux d'ici. Donc ici, normalement, on est en full thermal. On est en full thermal, c'est bon. Voilà, voilà. Autrefois, le diable se rendit à Plougastel, déguisé en mendiant pour ne pas être reconnu. Après avoir bien marché, le ventre affamé, il alla frapper à la porte de plusieurs habitants. Mais tout le monde le reconnut et le chassa à grands coups de pied. Furieux, il vit au loin une cabane de pêcheurs. Un jeune garçon lui ouvrit et lui donna de la nourriture. Une écuelle pleine de lait ribot assaisonné de sel, de poivre et de moutarde. Alors, dégoûté d'avoir été accueilli de la sorte, il traversa les Lornes pour se rendre au Rollec. Là-bas, une vieille dame lui donna des crêpes et de la bouillie d'avoine. Et le diable, bien que ce ne fût pas dans ses habitudes de remercier, décida de prendre les rochers de son jardin, qui lui gâchaient la vue, pour les lancer à Plougastel. C'est la Dame Blanche du pont de Plougastel, hein, qui a sévi dans les années 80. Donc c'est plutôt une légende urbaine, hein, puisque si on cherche ça un petit peu aujourd'hui sur internet, si vous parlez des Dames Blanches, vous en trouverez partout, mais vous trouverez en tout cas un spécimen autour du pont de Plougastel. Donc elle sévissait à minuit, hein, donc la légende disait qu'elle était à minuit. Donc en termes de version, vous verrez, il y a
plusieurs versions autour de la Dame Blanche. La plus connue, en tout cas, c'est celle qui disait, donc, qui était donc une silhouette féminine, hein, avec blafarde, hein, portant des gants noirs, et qui avait pour objectif d'effrayer les automobilistes, hein, et qui a priori disparaissait aussi une fois le pont franchi. Donc certains affirment que ce serait le fantôme, la réincarnation d'une femme qui serait décédée quelques années auparavant d'un accident de circulation sur le pont Albert Loup. Bon, rien n'est moins sûr, hein, bien évidemment, c'est vraiment une interprétation. Mais quoi qu'il en soit, la Dame Blanche du pont de Plougastel a fait frissonner beaucoup de gens, beaucoup de jeunes gens en tout cas, au niveau du quartier. Et c'est vrai que depuis l'apparition du 21e siècle, on n'en a plus entendu parler. Mais c'est vrai que malgré tout, elle eut le droit aux honneurs de la presse locale. Il y a a priori eu aussi des enquêtes de gendarmerie pour essayer de voir un petit peu comprendre ce phénomène peut-être de un peu paranoïa collective. Enfin, toujours est-il que la Dame Blanche fait partie intégrante de l'histoire de Fountainhall, on va dire dans la dernier quart du XXe siècle. Bien entendu, aucun témoignage avéré, photographie ou film ne peut finalement étayer l'existence de ce personnage de légende. Alors ici, voilà notre fameux lavoir. Alors il est dans un triste état, hein, il n'y a plus d'eau qui coule. Alors avant, je le nettoyais 1 ou 2 fois par an. En ce moment, c'est même pas la peine d'essayer, parce que, vous voyez, le filet d'eau, il n'y en a presque plus. Vous voyez, il n'y a plus que ça d'eau, là. Hein, il n'y a plus que ça d'eau. Et l'hiver, vous avez de l'eau qui sort de là, qui sort de là, qui sort de là. Quand c'est vraiment haut, ça sort par là, si vous voulez. À ce moment-là, il est plein le lavoir. Mais là, en ce moment, ça filtre même en dessous les murs. Et dans le temps, il y avait également, le lavoir n'était pas là. Il y avait c'était plutôt au-dessus. Et paraît-il qu'il y a eu un moulin aussi. Mais on n'a pas connu. Donc ça s'appelle Fountainhall. Donc c'est Fontaine, c'est fontaine si vous voulez, le nom. Et Avon ou Avon, c'est fontaine de la rivière, quoi. Et il paraît-il qu'il y avait un ruisseau qui coulait du haut et qui passait par la vallée. Parce que là, l'hiver, c'est un peu spongieux, c'est humide, c'est une vallée humide, quoi. Mais l'été, vous voyez, avec l'été qu'on a connu, il n'y a pratiquement plus une goutte qui coule.
Alors ici, ça c'est le bois de sapin. Ici, on va vers le bois des sables rouges. C'est le bois des sables rouges. Voilà. Hop. Voilà, hop là. Là, ils ont mis du grillage sur les marches pour pas que ça glisse. Hop. Là, ça grimpe dur aussi. Hein. Mais ils ont mis maintenant, je crois, une... Ah, oula, là c'est... Si, il y a un petit problème. Il est cassé ou... Ah oui, il est cassé. Je vais le signaler au département parce que là c'est un peu... On va retrouver la trace finalement d'un fait divers, enfin fait divers, mais qui est plutôt une guérison miraculeuse. Donc quelque chose de très positif. Donc la situation se passe en été, en juillet 1903. C'est l'histoire de Marie Raguenès, qui a 39 ans, qui est employée donc, comme gardienne de bestiaux donc, dans une ferme, la ferme finalement des époux Gouriou. C'est la ferme du Mindy, qui est a priori située sur la route de Canfroute au Moulin Blanc. Marie a la particularité d'être muette, elle est muette depuis 12 ans. À la suite d'une fièvre cérébrale. Donc voilà ce qu'on en sait d'elle. Et puis le 20 juillet, elle est en train de garder les bêtes au-dessus du lavoir, à côté, à proximité des ruines de Rosalie Léon et finalement de l'orphelinat que Rosalie Léon avait souhaité mettre à disposition des orphelins là, de la région quelques mois après sa mort. Et donc elle arrive dans un champ, donc comme on dit, disaient les journaux de l'époque, à l'endroit où, selon la volonté du prince russe, devait être édifié un orphelinat. Et puis subitement, elle va retrouver la parole. Alors elle va retrouver la parole, mais suite à un événement assez surnaturel. En guise d'explication, Marie va déclarer que finalement, elle aurait vu apparaître un grand vieillard vêtu d'un paletot noir et d'un pantalon blanc, avec des grands cheveux blancs, et se disant l'envoyé de Dieu. Alors, cette personne, en plus d'apparaître, lui aurait parlé, elle lui aurait dit littéralement « Priez Dieu, parce qu'il en a besoin, et parce que le monde est mauvais, et qu'on ne prie pas assez pour lui ». Il lui dit aussi qu'il venait lui apporter la grâce qu'elle souhaitait depuis si longtemps, et que finalement il lui dit aussi au revoir et rendez-vous au paradis. Surnommée la miraculée, donc quand Marie a expliqué comment elle avait recouvert la parole, elle a été surnommée donc miraculée, et puis de nombreuses personnes sont venues dans les alentours pensant un petit peu revoir ce vieillard. Et malheureusement ou heureusement, en tout cas, aucun fait ou aucune preuve particulière n'est venu corroborer finalement les dires de cette personne. Et en tout cas, les autorités ecclésiastiques de l'époque n'ont pas jugé bon de reconnaître un quelconque miracle, comme ça a pu être le cas par exemple à Lourdes avec les apparitions qu'ont pu voir Bernadette Soubirous. Donc Marie en tout cas se rendit au pardon de Rumingol, un pardon très, très connu là, le 8 septembre suivant l'apparition, et justement pour remercier la Sainte Vierge finalement du cadeau qu'elle avait eu. Donc après on est incapable de dire si finalement cette apparition fut vraiment quelque chose d'avéré ou si c'est vraiment une affabulation de la personne en question. Toujours est-il que pareil, il y avait eu aussi un certain nombre d'articles de presse qui nous ont permis justement de retrouver les traces du hameau de Fontanaun dans le cadre d'une apparition et d'une guérison miraculeuse.
Spada a sévi un petit peu après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 50. Spada était un sans domicile fixe. On parlait de clochard à l'époque, qui a marqué finalement les personnages, enfin les personnes, en tout cas les résidents du quartier. Il n'avait pas d'identité officielle connue. Ce qu'on savait durablement, c'est que c'est ses caractéristiques physiques. Il était grand, il était barbu, il était hirsute. Et son apparence faisait peur, que ce soit au niveau des enfants, bien entendu, et au niveau des adultes qui évitaient de le rencontrer. Ce marginal vivait à la Pointe Sainte-Barbe, dans une grotte, dans une petite anfractuosité du rocher là, naturel, au pied de la première arche du pont, et qui depuis a été murée. Donc cette petite grotte faisait 2 à 3 mètres carrés, et dans les années 80, avant qu'elle soit murée, c'était un petit peu plus un lieu tagué, plus un dépotoir, donc, et qui a été muré dans les années 90, au moment de la construction du pont de l'Iroise. Ce qui était remarquable aussi avec Spada, c'est qu'il avait un compagnon, c'est-à-dire un chien, mais qui avait la particularité d'avoir 3 pattes. Ce qui en tout cas moi personnellement m'avait marqué comme histoire. Et a priori, dans les souvenirs familiaux, il semblerait que le malheureux canidé ait perdu sa patte à cause d'un coup de faucille de son maître, donc un coup de faucille mal ajusté visiblement, suite à une journée un petit peu trop arrosée, mais pas forcément au niveau météorologique. Cet ermite, puisqu'il vivait là, reclus, on ne sait pas de quoi il vivait, mais toujours est-il que ce pauvre air là finalement a disparu sans laisser de traces. Et ça, c'est vrai que ça contribue un petit peu à la légende de ce Spada, qui est arrivé de nulle part et qui est reparti comme ça, sans laisser de traces, et qui dans l'inconscient collectif, on va dire, de Fontainebleau, a laissé une trace indélébile. Et dès lors que vous interrogerez des gens là, qui ont 50, 60, 70 ans, tous vous seront en capacité de vous parler de Spada, pour peu qu'ils aient vécu, on va dire, dans ces années-là. Et la légende, on va dire, a perduré au niveau des générations. Et donc c'est le premier individu, on va dire, remarquable des lieux, mais malheureusement sans identité connue. Fontaine-à-Vent, Fontaine-à-Vennes, Fontaine-à-Onne, Fontaine-à-Onne, Fontaine-à-Vennes, Fontaine-à-Onne, 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 Fontaine-à-Onne. Donc l'histoire, c'est l'histoire du couple de François Paul et de son épouse Marie Fave, qui étaient, on va dire, des cultivateurs qui vivaient dans un hameau, le hameau de Trémaouézan, là près de Landerneau. Et criblés de dettes, finalement, désemparés, ils ont décidé finalement de prendre le train le 25 septembre de l'année 1885, accompagnés de leurs 3 jeunes enfants, dont le plus âgé avait 4 ans, pour venir jusqu'à la gare du Rodi, une gare qui a aujourd'hui disparu, mais qui était sur les hauteurs du Moulin Blanc. Et n'entrevoyant finalement aucune alternative, aucune sortie finalement à leur vie difficile, ils avaient décidé donc de mettre fin à leur jour. La femme, enceinte de 8 mois, avait aussi décidé de suivre son mari finalement dans ce sombre dessein. Donc par hasard, en quittant la gare du Rodi, ils ont cherché finalement un endroit calme, assez retiré, pour finalement mettre fin à leur vie. Et le hasard les a conduits jusqu'à la grève de Fontaine-à-Onne. Donc ils sont passés par la venelle sans doute de Fontaine-à-Onne, et puis sont descendus
le petit chemin là, qui mène au lavoir et qui arrive à destination de la Grève. Donc il était 19h ce 25 septembre 1885 et donc ils sont arrivés sur les lieux et dans le but de se noyer. Donc c'est ce qui s'est passé puisque la femme, Marie et puis ses 3 enfants se sont noyés, donc dans des conditions, on va dire, qui sont aujourd'hui relayées dans les documents qu'on a pu trouver finalement aux archives départementales de Quimper. Et au dernier moment, comment le mari, François, n'a pas eu le courage de mettre fin à ses jours, hein, puisque les 5 personnes ne savaient pas nager. Donc la femme et les 3 enfants sont rapidement décédés. Et le mari, finalement, dans un éclair de lucidité, a retiré les corps de son épouse et de ses 3 enfants de la mer, les a amenés sur le rivage et est parti signaler son méfait à proximité, donc à la ferme de Fontanaon, qui était juste au-dessus finalement de la Grève. Donc il est allé prévenir les métayers qui occupaient cette ferme, et très rapidement ces gens-là sont allés prévenir les autorités. Et François Paul, sans aucun remords particulier, a décrit froidement aux autorités, en particulier aux gendarmes, de Guy Pavat, ce qui s'était passé cette nuit-là. Naturellement, il y a eu un procès, François Paul a échappé de peu finalement au châtiment suprême à l'époque, c'est-à-dire à la peine de mort, hein, à la guillotine, puisque le jury a considéré que son épouse était consentante quelque part et avait aussi décidé de mettre fin à ses jours. Donc il a quand même été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Alors à l'époque on appelait ça les travaux forcés. Et donc il a été condamné le 13 janvier 1886. Alors il a fait appel néanmoins, mais l'appel a été rejeté. Et donc il est parti aux travaux forcés. Alors j'ai retrouvé fortuitement sa trace, puisque il a été envoyé au bagne en Nouvelle-Calédonie, puisqu'en fait les forçats on les envoyait soit en Guyane, soit en Nouvelle-Calédonie. Et donc il a dû certainement passer par la prison de Saint-Martin-en-Ré. On préparait les condamnés à traverser finalement les océans pour se rendre jusqu'en Nouvelle-Calédonie dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent accomplir leur peine. Et finalement il décédera un an plus tard en 1887, donc à l'âge de 37 ans. Donc voilà comment cette histoire finalement a eu un retentissement national, puisque c'est vrai que c'est quand même quelque chose de sordide, hein, qui n'arrive pas tous les jours. Et on a retrouvé la trace de cette histoire dans un certain nombre de quotidiens, donc à diffusion nationale. Et puis on a retrouvé aussi cette histoire dans un livre là qui relate les principaux faits divers finalement du Finistère, donc dans les grandes histoires criminelles. Donc on parle de la fameuse grève des martyrs, donc la grève de Fontanaon, dont le nom avait été au passage écorché, puisqu'on avait toujours eu des difficultés à écrire le nom du hameau de Fontanaon. Et puis, il faut savoir aussi que cette histoire a marqué profondément les riverains. Vous imaginez que quand on arrive, quelqu'un tape à votre porte en vous annonçant qu'il vient de noyer sa femme et ses 4 enfants quelque part. Ça avait marqué l'inconscient collectif. Et moi j'avais eu, étant jeune, l'explication de Fontanaon, parce que Fontanaon littéralement en breton ça veut dire fontaine de la peur. Et on nous avait expliqué que justement c'était cette histoire de noyade volontaire qui justifiait le nom de fontaine de la peur finalement, et qui avait défrayé la chronique à cette époque. Ici, c'est la plage qu'on appelle la plage des Sables Rouges. Elle porte son nom depuis bientôt un siècle. Depuis un siècle en fait, puisqu'on est en 2018. Que c'est en rapport avec la Grande Guerre. Et donc, plus haut, là, il y avait un hôpital avec nos amis d'outre-Atlantique, les Américains, qui revenaient du champ de bataille. Ils faisaient soigner. Donc au début, les Sables Rouges, on pensait qu'il y a eu des histoires comme quoi on appelait ça à cause du sang des militaires qui se faisaient soigner à l'hôpital plus haut.
Mais en fait, c'est pas ça, c'est parce que ceux-ci voulaient bouffer des boîtes de cornets de beef tout le temps. Puis quand on les avait finis, les jeter en tas sur la plage. Et donc avec les éléments marins, il y a les boîtes de métal qui rouillaient. Et donc à terme, ça faisait des traces de rouille sur la plage, tellement il y en avait qu'on a appelé la plage des Sables Rouges ici. Voilà. Sable Rouge.